Les travaux de reconstruction à proprement parler commencent en 1901 par le donjon. La première raison est politique. Le donjon dans un château, c'est la tour la plus haute, c'est le point culminant, c'est d'où l'on voit, mais c'est aussi ce que l'on voit de loin. Et donc, reconstruire le donjon en premier, c'est montrer qu'il se passe quelque chose ici au sommet de la montagne. Mais les pierres de l'édifice médiéval empêchaient également toute circulation aux abords de la ruine. La deuxième raison est donc logistique. Sa reconstruction se base sur les décombres de l'ancien donjon datant du XIIe siècle. C'est l'un des rares vestiges du premier château. Les assises des murs, d'environ 2 mètres d'épaisseur, indiquaient clairement un plan carré. Pour le reconstruire, Bodo Hebart voit les choses en grand. Il installe à l'intérieur de ce dernier une grue électrique dernier cri. Son bras de plus de 9 mètres de long peut soulever des charges pesant jusqu'à 1 tonne sur une hauteur de 40 à 50 mètres. Un dispositif inédit en Alsace. Mettre une grue électrique en 1900 sur un chantier, ça existe, oui, vous l'avez sur quelques cathédrales, sur des édifices urbains, dans des grandes villes, là où l'électricité est facile à produire, mais en pleine campagne, en pleine montagne, c'est tout à fait exceptionnel. Grâce aux moyens techniques déployés, le chantier de restauration avance extrêmement vite. Une fois la reconstruction du donjon entamée, Bodo Hebart poursuit avec l'enceinte sud pour mettre en sécurité les installations du chantier. Ensuite, il s'attaque à la reconstruction des logis. Concernant l'habitation seigneuriale, l'architecte allemand pouvait se fier à d'importants vestiges. Les cuisines étaient toujours en élévation, par exemple, ce qui a considérablement facilité le travail de restauration. Par contre, la partie qui s'étend du logis ouest au Grand Bastion, difficile d'accès, est beaucoup plus compliquée à reconstruire. Pour y arriver, Bodo Hebart imagine donc un arsenal particulièrement ingénieux. Entre les murs encore en élévation du haut jardin, il fait construire une charpente gigantesque prévue pour soutenir des rails. Cette structure s'étend du Grand Bastion au logis ouest. Sur ces rails, on installe une nacelle capable de pivoter à 360 degrés et de se déplacer d'ouest en est sur plusieurs dizaines de mètres. Ce dispositif est complété par une grue électrique capable de soulever des charges pesant jusqu'à 1,5 tonne. Ce procédé permet donc de monter plusieurs blocs de grès à la fois et surtout de les déplacer d'un bout à l'autre de la structure très facilement pour reconstruire les zones difficilement atteignables autrement. Encore une fois, il s'agit d'un dispositif inédit en Alsace. Cette grue permet à Bodo Hebart de reconstruire tous les murs, tous les chemins de ronde et toutes les toitures de la partie ouest du château en un temps record. L'Empire allemand était un pays moderne au début du XXe siècle et il fallait que cette modernité se voie, surtout au château du Haut-Königsbourg, qui était une restauration symbolique pour l'empereur Guillaume II. Et donc, tous les moyens humains, modernes, technologiques seront mis en avant pour faire de ce vaste chantier une vitrine moderne. La reconstruction du Haut-Königsbourg se termine avec le bastion en étoile, l'élément situé le plus à l'est de l'édifice. Bodo Hebart a donc choisi de restaurer le Haut-Königsbourg dans son apparence la plus spectaculaire, celle du XVIe siècle. En tout, la reconstruction du Haut-Königsbourg a coûté 2 350 000 marks, l'équivalent de 70 millions d'euros aujourd'hui. Une fortune pour l'époque. Surtout, le chantier a duré moins de 8 ans, un laps de temps extrêmement court. Oui, je pense que la durée de cette restauration de 1901-1908, c'est extrêmement court. Il ne faut pas oublier que Guillaume II venait une fois par an suivre l'avancement de ce chantier. Donc pour lui, c'était son château restauré façon Moyen-Âge et dont il était très fier. Donc je pense que derrière, il a sûrement beaucoup insisté pour que cette restauration se fasse rapidement. Si le chantier avance vite, Bodo Hebart n'en reste pas moins méthodique. En observant attentivement les murs de l'édifice, on peut apercevoir de petites gravures sur certains des blocs de pierre.
Ces marques ne sont pas là par hasard. Elles offrent des renseignements précieux sur la temporalité du chantier. Bodo Ebhardt aime bien dater et marquer son chantier. Donc, premièrement, pour la lisibilité, pour dire que c'est le chantier de l'empereur et que c'est pas du médiéval. Donc, comme ça, on ne trompe pas le fin observateur. Globalement, quand vous ne faites pas attention, vous avez l'impression d'un ensemble homogène, mais dès que vous faites attention et que vous lisez bien les parements, vous comprenez quel est le parement de Bodo Ebhardt, début XXe siècle, du parement médiéval. Ça, c'est très fin, c'est très moderne comme déontologie de restauration. Donc là, bien joué. Le restaurateur a repris une méthode fréquemment utilisée au Moyen-Âge. Au Haut-Königsbourg, on peut d'ailleurs encore déceler des gravures datant du XVIe siècle. À l'époque, les ouvriers marquaient chacune de leurs pierres, car ils étaient payés en fonction du nombre de blocs taillés dans la journée. Au XXe siècle, ces marques ont une fonction bien différente. Il va aussi dater son chantier, et donc il fait un calendrier, et chaque année de son chantier est bien datée par tel ou tel type de signe. Donc comme il y a de 1901 à 1908, donc il y a 8 signes, et bien vous retrouvez ces 8 signes dans la totalité du château. On voit en fait essentiellement sur le donjon par exemple des signes de 1901 à 1902. Sur la maison alsacienne, vous voyez essentiellement des signes de 1904, 1905, 1906. Le bastion de l'Étoile, je crois que c'est des signes de 1906. Donc comme ça, vous voyez l'avancement de son chantier. Ces marques nous permettent donc de reconstituer très précisément le déroulement du chantier, année après année. Pour éviter toute confusion, Bodo Ebhardt a fait graver plusieurs tableaux récapitulatifs accompagnés d'un poème à la gloire de l'empereur sur les pierres du château. Parmi les 8 graphismes choisis, 5 d'entre eux ont un rapport avec Guillaume II. On retrouve notamment 3 variantes de son emblème, ainsi qu'une représentation de l'aigle impérial, et enfin une couronne. Les 3 autres graphismes sont eux aussi symboliques. On découvre l'emblème de Bodo Ebhardt, une tour ou un château stylisé, et pour finir, le blason de l'Alsace. En reprenant à son compte une méthode séculaire, Bodo Ebhardt s'inscrit, à sa manière, dans la grande lignée des bâtisseurs du Haut-Königsbourg. Mais il nous offre également une grille de lecture extrêmement précise sur la restauration de l'édifice. En 1908, le chantier est presque terminé. Bodo Ebhardt a réussi à reconstruire en un temps record un édifice qui semble tout droit sorti du Moyen-Âge. Car tout porte à croire, lorsque l'on regarde le Haut-Königsbourg aujourd'hui, que la reconstruction proposée par l'architecte allemand est parfaitement fidèle à l'édifice originel. La vérité est plus contrastée. L'architecte a en effet pris certaines libertés. La salle du Kaiser, située au 2e étage du logis ouest, n'a pas été restaurée selon les plans originaux. Pourtant, Bodo Ebhardt pouvait s'appuyer sur des vestiges importants. Les consoles sur les piliers ainsi que les fenêtres au 2e niveau attestaient de l'existence, à une époque antérieure, d'un plancher et donc de plusieurs pièces qui n'ont pas été restituées. Le prestige de cette salle a été exigé par Guillaume II pour montrer la force et l'importance de son empire.